Bonjour à tous, je suis ravie de participer à ce programme initié par vos enseignants historiens géographes du secondaire et je salue leur très belle initiative. Je vais commencer par me présenter. Je suis Élodie Lecupre Desjardins, je suis professeure d'histoire médiévale à l'université de Lille et je suis donc historienne de métier, chercheuse en histoire médiévale, spécialisée au XIVe, XVe siècle et je m'occupe de l'histoire des villes, d'histoire urbaine, d'histoire des anciens Pays-Bas, d'histoire des États, des idéologies à la fin du Moyen Âge. Alors, je suis historienne, je suis enseignante, je suis également engagée dans des associations et tout cela constitue la partie publique de mon personnage. Mais je suis également une mère de famille. Je suis née en 1972. J'ai des frères, un père, j'ai des enfants, un adolescent et un petit garçon, et puis un mari. Et j'aime la musique, la littérature, la nature, et tout cela constitue la partie privée de mon personnage. Et si je vous dis tout cela, c'est parce que un individu est constitué de plusieurs facettes. Sa personnalité n'est pas aussi lisse que la partie publique le laisse entendre. Et c'est une donnée avec laquelle il faut compter lorsque l'on travaille en histoire, parce que la personne que je suis a une certaine façon de percevoir le monde et elle a aussi une certaine façon de le restituer. Son discours est empreint de cette personnalité. Alors, lorsque j'écris évidemment dans des carnets qui sont secrets, qui sont à moi, je me sens parfaitement libre et lorsque j'écris en tant qu'historienne, j'applique une méthode qui me permet de tendre vers un régime de vérité. C'est là l'objet de mon travail. Et si je vous dis évidemment tout cela, c'est que cette donnée, encore une fois, va entrer en compte dans votre collecte de témoignages. Alors vous avez reçu déjà divers conseils par d'éminents historiens, par vos enseignants également, et donc je ne vais pas les répéter, je vais peut-être pointer quelques petites observations pour vous prémunir de quelques faux pas et puis pour vous rassurer aussi dans votre démarche. Vous allez participer à la fabrique de l'histoire et c'est extrêmement enthousiasmant, d'autant que, en effet, nous sommes ici maintenant, le 21 avril 2020, date du jour, dans un espace-temps particulier, celui, en effet, de la rupture, certains diront de la crise. C'est un temps d'accélération de l'histoire. L'histoire est faite de continuité lente et puis d'à-coups toute l'histoire de l'humanité en est ponctuée. Et nous sommes dans une situation qui, comme l'a dit en effet Stéphane Audouin Rousseau, va faire que l'on va considérer un avant et un après. Alors la crise dans notre espace mental contemporain est souvent perçue comme négatif parce que c'est un moment où nos logiciels d'adaptabilité, de réaction sont dépourvus de réponse et que face à l'inédit, eh bien, on fait au mieux et avec beaucoup d'inquiétudes et certains y voient une catastrophe. Mais il ne faut pas oublier que crisis en grec, c'est le point de discussion, c'est le point de décision où l'on va faire passer en effet d'un état à l'autre. C'était un terme qui était surtout utilisé dans la médecine pour marquer le moment où l'on doit en effet prendre une décision et faire passer en un point critique l'état du patient vers la promesse de vie ou au contraire vers la mort. Et donc il y a ces deux versants qui sont à prendre en compte et qui doivent rester dans votre esprit au moment où nous nous situons pour finalement agir et essayer d'entreprendre une réflexion qui permettra de mieux maîtriser notre devenir à tous. Alors vous allez collecter des informations, en effet, vous avez cette noble tâche de rassembler des témoignages qui seront très variés, des histoires variées, des histoires d'hommes, des histoires de femmes, des histoires que j'ai qualifiées
dans l'intitulé de ce propos, des histoires comme ça. Alors évidemment, c'est un clin d'œil que je fais à un livre que j'adore et que j'ai lu bien souvent à mes enfants, les histoires comme ça de Rudyard Kipling, des histoires, et vous vous en souvenez peut-être, hein, qu'on vous a lu aussi dans votre enfance ou que vous avez lu, et qui racontent pourquoi l'éléphant a une trompe, pourquoi le kangourou fait des bonds, de façon très fantaisiste. C'est ce que l'on appelle des contes étiologiques, c'est-à-dire des contes qui narrent l'origine du monde, et Kipling nous dit que la tradition orale, on lui a raconté, hein, que en effet l'éléphant avait une trompe parce que en se promenant sur les bords du fleuve Limpopo, un crocodile lui a tiré sur le nez. Alors évidemment la ficelle est grosse, et c'est très facile de distinguer la fantaisie, l'humour, la drôlerie, la poésie de la scientificité qui n'est pas là, hein, dans ce texte, et de la réalité. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de Rudyard Kipling? Eh bien parce que dans ce texte, la ficelle, comme je le dis, elle est grossière, et elle vous permet de faire la différence entre la fiction et le réel. Mais dans la vraie vie, si j'ose dire, dans les témoignages que l'on collecte, eh bien, ça n'est pas si simple, et la ficelle est parfois très ténue. L'espace est très ténu, très étroit, difficilement repérable entre le rationnel et l'irrationnel, entre une réalité dite de façon assez crue et une autre qui a été retissée de manière volontaire ou non, consciente ou inconsciente. Et évidemment, c'est le travail de l'historien après coup de comparer ces témoignages, de comparer ces sources pour essayer de se rapprocher d'une vérité qui sera la sienne, celle de son écriture et de cette mise en récit des événements. Tout cela également pour vous dire que l'historien n'a pas à juger, hein, de la qualité de ces témoignages, mais en revanche, il doit faire feu de tout bois, et c'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire considérer aussi bien le dit du non-dit, les silences, les exagérations, etc. Sachez, et c'est en cela que je voulais vous rassurer, qu'il n'y a pas d'enquête décevante finalement. Chacun évoquera la crise et la rupture, que ce soit celle occasionnée par l'épidémie de coronavirus, ou peut-être une rupture plus personnelle, une crise plus personnelle, plus ancienne, mais chacun l'évoquera de toute façon à l'aune de son ressenti et des multiples facettes de sa personnalité, telle que je vous ai décrit la mienne finalement en amont de ce propos. Et c'est à vous évidemment de maîtriser cette variété des témoignages. Vous allez, parce que vous allez travailler sur une source orale, et les sources sont variées en histoire, elles peuvent être manuscrites, elles peuvent être des images, elles peuvent être des artefacts archéologiques, elles peuvent être donc des paroles enregistrées, parce que donc vous allez évidemment, grâce au numérique, vous appuyer sur ces témoignages oraux, vous allez avoir affaire à une matière extrêmement vivante et qui donc est également faillible par la parole qu'elle va porter. D'autant plus que vous-même n'êtes pas neutre. Je suis une personnalité, vous avez votre propre personnalité. Et un philosophe du nom de Paul Ricoeur, disait en quelques mots les choses que je viens de vous expliquer, à savoir qu'il n'y a pas d'objectivité de l'histoire sans subjectivité de l'historien. Donc vous allez arriver également avec un discours interrogatif qui est le vôtre, et qui est façonné par votre personnalité. Donc voilà autant de filtres qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser pour ne pas se laisser piéger par, en quelque sorte, on le dirait en termes scientifiques, des faux négatifs de l'histoire. Alors, évidemment, la méthode, elle s'applique avec des garde-fous et également avec beaucoup de vigilance. C'est à vous de faire varier les échelles en quelque sorte. L'échelle du temps,
parce que la perception du temps n'est pas la même chez une infirmière qui travaille aux urgences et chez un agriculteur qui réside dans ce qu'on appelle la diagonale du vide à Limoges, par exemple. L'échelle du lieu, justement, a son importance. Le ressenti du confinement n'est certainement pas le même en pleine alpage ou en pleine campagne qu'à Saint-Denis ou dans le béton urbain. En règle générale. L'âge va compter également. Le ressenti d'un enfant qui n'a pas vu ses petits camarades depuis longtemps et qui commence à souffrir de cet isolement ne sera pas le même que celui, est à considérer différemment, que celui d'un adolescent qui est toujours en contact avec les jeux vidéo et les réseaux sociaux ou avec d'autres moyens d'échange. Et ce sera aussi différent chez une personne âgée qui vit en EHPAD et qui est hantée par ses propres souvenirs, parce que justement les témoignages que vous allez sans doute recevoir vont peut-être aussi être l'occasion d'une introspection, parce que les temps de rupture sont des temps d'interrogation qui se portent vers l'extérieur, vers le monde, mais également vers soi, ce que l'on est, ce que l'on a été, et c'est aussi la richesse de la collecte que vous allez faire. Il y a aussi évidemment les cultures des uns et des autres, marquées par les phénomènes religieux, ceux qui s'inscrivent dans un temps de l'attente, dans un temps de fatalité, et d'autres qui n'attendent rien de ce côté des choses. Et donc vous allez pouvoir faire en quelque sorte de votre travail un éventail de témoignages en jouant de toutes ces échelles. Je tenais à vous faire part également de la première aventure historienne que j'ai vécue sans en avoir vraiment conscience quand j'avais 9 ans et que mon instituteur m'avait demandé, à moi et à d'autres, d'aller interroger les derniers poilus, les derniers soldats de la Grande Guerre du village que j'habitais. Nous étions en 1981 et j'ai interrogé un monsieur qui devait avoir 87 ou 88 ans. Et j'étais arrivée avec des questions très précises, j'avais potassé mon affaire, j'avais des questions sur l'Hypérite, sur les taxis de la Marne, Hindenburg, etc. Et je n'ai eu aucune réponse, et j'étais, ou presque. Et j'étais extrêmement déçue, frustrée, me disant que j'avais raté mon interview. Et ce monsieur m'avait parlé de peu de choses, mais m'avait très bien accueillie en me demandant de manger des gâteaux qui étaient dans une boîte en métal, je m'en souviens très bien, en disant mange petite, mange petite. Et il m'avait surtout exprimé toute la peine qu'il avait eue à ne pas pouvoir communiquer avec sa dulcinée, avec son amoureuse qui était restée au village, parce qu'il n'avait pas les moyens techniques, matériels et peut-être même intellectuels de lui dire toute sa peine et son isolement. Et il était bien content d'avoir trouvé un bon copain qui lui savait écrire et avait pu rétablir le lien. Et c'était le souvenir le plus important qui était resté ancré dans sa mémoire. Si ce n'est qu'à la fin de l'interview, me rabâchant qu'il avait perdu le fil et que c'était du passé, c'était du passé, il avait quand même sorti sa baïonnette pour me la montrer, et j'avais remarqué dans le regard de cet homme aucune larme, mais tout de même la peau parcheminée aux alentours du regard s'était humidifiée. Et en sortant donc de cette interview, je m'étais dit que j'avais raté mon coup. Et après quelques années, évidemment, je savoure toute la richesse de ce dialogue que j'avais mis en place, intergénérationnel, que j'avais mis en place avec cet homme, qui m'avait révélé finalement un des aspects les plus durs aussi de la vie des tranchées, de ces hommes qui ensuite allaient faire l'objet d'ailleurs de travaux historiques, hein, pour ces hommes abîmés dans leur chair et dans leur psyché. Donc c'est à vous, hein, d'établir ce dialogue, et avec toute cette armure en quelque sorte, hein, de l'historien qui vous avez été livré par mes collègues et moi-même. Je suis sûre que vous allez remplir notre coffre à trésors pour les années à venir de magnifiques témoignages qui permettront d'écrire et de mettre en récit l'histoire exceptionnelle que nous sommes en train de vivre en ce moment. Je vous souhaite donc de trouver bien du plaisir
dans cette, activité, de prendre soin de vous, bien sûr et j'espère vous retrouver, pourquoi pas dans quelques années, dans les amphithéâtres que j'anime à l'université de Lille et nous pourrons discuter de vos premières aventures, d'historien. Voilà.